Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Alors moi, pour ma part, je vais pas très bien. Malheureusement, je dois annuler le live de cet après-midi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pas pour vous préciser juste ça. Il y aura bien sûr un contenu, mais je vous précise, bien sûr, je vous préviens qu'il n'y aura pas de live cet après-midi et pas de live avant quelques jours, peut-être quelques semaines. J'espère avant la trêve pouvoir refaire de live avec le PC qui commence à rendre l'âme. Voilà donc pour quelle raison je ne compte pas faire de live. J'ai pas envie que ça bloque au milieu d'un live. J'ai pas envie que ça bloque au début d'un live et reprendre ici et là et que le PC finalement soit flingué en direct live. Donc on va stopper ça et je vais faire quelques vidéos là comme je fais celle-ci. Voilà, donc c'est plus rapide et si ça bloque au milieu de la vidéo, c'est pas bien grave. Je peux faire un montage, la faire en plusieurs fois. Donc ça, c'est pas un souci. Alors je fais cette vidéo là. Et pour la vidéo, le contenu, eh ben, on va aborder un petit peu dans le dur. L'OM est dans le dur. Et oui, mais quels joueurs sont dans le dur? Il y a 3 joueurs que je vais vous citer. Et bien sûr, il y a 2 Zerbi aussi que je vais vous citer maintenant. Alors, pour l'introduction de Zerbi, je l'avais un peu critiqué, mais c'était avec des arguments sur les dernières rencontres. Il avait fait des mauvais choix. Il avait aussi continué un petit peu et s'était enfermé dans son style de jeu. Il aurait pu un petit peu changer 2-3 choses. Mais ça, c'est toujours avec des arguments. Parce que certains critiquent ceux qui justement critiquent avec des arguments, ce que je vois dans les réseaux sociaux. Ils ne me critiquent pas moi parce que finalement moi je suis personne. Mais j'ai envie de dire, on a le droit de dire ce qu'on veut. Si on a envie de critiquer De Zerbi, c'est pas non plus Dieu tout-puissant, je veux dire De Zerbi. C'est pas parce que c'est un grand coach, enfin il n'a pas encore gagné des grands trophées, mais c'est un coach reconnu dans l'Europe qu'il ne faut pas le critiquer. Donc pour l'instant, il a fait un bon début de saison, l'OM a fait un bon début de saison, mais on a vu qu'avec quelques absences et quelques joueurs en moins, des joueurs phares qui sont moins bons en ce moment, ça va moins bien. Donc maintenant, c'est à De Zerbi de montrer sa valeur en trouvant les bonnes solutions. Voilà, donc c'est pas à nous non plus de se rabaisser, de dire « Oh, De Zerbi, c'est Dieu tout-puissant ». Non, non, s'il fait des erreurs, il faut le dire aussi. Alors, je soutiens encore De Zerbi, il y a encore largement le temps, on est en début de saison, il construit un projet sur 3 années, donc on est au tout début, tout début, tout début. Il faut laisser le temps. Voilà, moi je laisse le temps. Mais on a le droit de critiquer. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne veulent pas qu'on critique l'or de Zerbi. Voilà, si vous voulez des aubergines, eh ben prenez-vous des aubergines. Moi j'aime pas ça les aubergines. Alors, le caviar, oui, le caviar d'aubergine, c'est pas mal. Alors, on y va, les amis. Tout d'abord, le petit soutien de la chaîne. On y va, let's go. L'abonnement, le petit like, le dislike, si vous n'aimez pas ce que je dis, et la petite cloche. Et n'oubliez pas, le partage en dessous, les commentaires. On y va, let's go, les amis. Bon dimanche à tous, ceux qui ne restent pas. Sinon, restez jusqu'au bout. C'est plutôt intéressant, plutôt pertinent, ce que je vais vous lire. On y va? Introduction. Alors tout d'abord, ce live-là, donc je vous le montre, logiquement, je vais le supprimer. Je vais le supprimer. C'est juste pour vous préciser que ce live-là, voilà, donc vous étiez 12 à me soutenir sur les likes. Merci aux 12 personnes qui m'ont soutenu. Merci à Crucy qui m'a envoyé un message. Pour tous les autres, attention, je vous surveille. Alors n'hésitez pas à balancer une razzia de likes sous cette vidéo-là que je vous fais maintenant. Donc ce live-là, je l'annule. Voilà, je l'annule. On ne va pas prendre de risque. Malheureusement, j'avais préparé quelque chose de bien. Ben, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ça sera une autre fois. On le fera, vous inquiétez pas. Allez, j'enchaîne avec la mauvaise passe. La mauvaise passe de l'OM, vous la voyez ici. On reste sur un match nul au Vélodrome face à Angers. On a la défaite du côté Strasbourg. Et malheureusement, Monaco a gagné hier soir. Donc Monaco a désormais 5 points d'avance. Voilà, 5 points d'avance à Monaco qui ont gagné 2-1 à Rennes. Donc bravo à eux, donc ils font une bonne début de saison. Et du côté des Parisiens, ils joueront ce soir contre Nice en espérant qu'ils se fassent accrocher. Voilà, je ne vais pas dire que Nice gagne, mais si Nice gagne, ça ne me dérangerait pas par rapport aux Parisiens qui resteraient à 2 points devant nous. Voilà, il ne faut pas non plus que les deux s'éloignent. Donc là, 5 points, ça va encore. Comme je vous l'ai dit, la saison est très longue. Il y a largement le temps de revenir sur un Monaco ou un Paris, pourquoi pas. Moi, j'y crois, hein, tant que c'est faisable, les amis. Certains vont dire, arrête de parler titre. Je m'en fous, je parle de ce que je veux. On est supporter, tu es supporter, parle du titre. Voilà, c'est léger, tu peux te lâcher, machin. Ça va rien faire de mal à Marseille, ça va rien faire de mal à l'OM, ça va rien faire de mal au groupe. Ils ont qu'à se prendre en main, c'est à eux de montrer leur valeur sur le terrain. Et s'ils sont pas assez bons, eh ben on dira, ben ils sont pas assez bons, on joue pas le titre, on joue le podium project. Mais peu importe, moi, qu'on soit au début d'un projet ou pas, je veux toujours jouer les trophées qu'on va aborder. La Ligue 1,
et la Coupe de France. Allez, je passe next sur ça et on va directement sur le soutien, bien sûr, des supporters. Voilà, vous êtes tous là dans le Vélodrome. Merci à eux qui ont été présents avec les 2 virages qui n'étaient pas pleins malheureusement. Les MTP d'un côté, les CU Ultra de l'autre. Malheureusement suspendus face à Angers par rapport au feu d'artifice tiré contre Nice. Voilà, donc le spectacle, ça plaît à la Ligue. Il y a du pognon à se faire un petit peu avec la pub qu'on fait nous. C'est l'OM qui fait la pub, c'est pas la Ligue directement. Donc la Ligue récupère du pognon, mais par contre derrière ils mettent des sanctions. Voilà, donc quand ça leur plaît, ben c'est pas grave, ça passe. Pour le match contre Paris, vous inquiétez pas, il y aura du monde. Le stade sera plein, vous inquiétez pas. Donc les amis, merci à tous ceux qui ont été dans le stade. Voilà, les South Winners et tous les autres dans le stade. Peu importe dans quelle tribune, on s'en fout. Tout le monde est supporter. Et même ceux qui ne sont pas dans le stade, comme moi, malheureusement je ne serai pas là pour OM Paris, comme d'autres, eh ben, félicitations à vous pour votre engagement auprès de l'OM. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne les amis avec un point presse. On y va tout de suite. Alors, je vous fais la petite alerte comme d'habitude. Même si ça ne vous plaît pas, eh ben, je vous la mets dans votre tronche. Ouais, c'est le point presse. Et le point presse, on y va sur quoi? Les cadres dans le dur, l'OM dans le dur. C'est les 3 joueurs que je voulais vous citer. Donc, c'est Greenwood, Højbjerg et Luis Enrique. Et il y aura une précision aussi sur l'autre média, parce que là, je lis souvent la Provence, je lis souvent l'équipe, un peu moins la Marseillaise. Mais la Provence, ils nous écrivent un article sur les 3 joueurs et l'équipe, ils nous écrivent un gros article sur Greenwood. On va lire derrière celui de Greenwood pour préciser la chose. Et ça tombe bien parce que Greenwood, c'est le dernier à être abordé dans l'article de la Provence. Je vous lis ça, j'analyse les choses par rapport à ce qui se dit et après, vous réagissez dans les commentaires. On y va. Alors, je ne peux pas vous le mettre en format spécial, à moins que si je clique comme ça. Non, ça ne sera pas en format spécial, mais ce n'est pas grave. Je vais agrandir pour moi et pour vous aussi. Si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas grave, je vous le lis. Des cadres dans le dur, c'est le titre de l'article. OM, le début de saison a été marqué du saut du trio Greenwood, Luis Enrique, Højbjerg. Érigé en exemple par Roberto De Zerbi, les 3 joueurs ont depuis calé et entraîné l'équipe dans leur sillage. Donc, tous les 3 joueurs-là ont leur raison. Par exemple, Greenwood, il s'est enfermé dans son style de jeu. Il n'a pas de soutien d'un latéral droit peut-être offensif comme Merlin pouvait l'être avec Luis Enrique. Et je passe sur Luis Enrique, justement, il n'y a plus de Quentin Merlin. Donc c'est la raison pour laquelle Luis Enrique n'est pas bien. Et c'est la raison pour laquelle Greenwood n'est pas bien. Il répète un petit peu les mêmes gestes aussi. Il commence à se faire lire. Du côté des adversaires, il commence à mettre 1, voire 2, voire 3 défenseurs sur lui. Donc c'est un peu plus difficile en ce moment pour Greenwood et pour Luis Enrique. Par contre, pour Højbjerg, quelle est la raison pour laquelle il est moins bon en ce moment? Est-ce que ça ne serait pas un coup de mou physique? On va voir ça, ce qu'ils vont dire du côté de la Provence. Allez, je vous lis ça. Je bois un petit peu et je vous lis ça tranquille. Allez, on y va, let's go. Quand un joueur signe au club, je le considère comme un enfant et même si je peux lui tirer l'oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils. C'est les mots de Roberto De Zerbi dans la première conférence de presse quand on parlait de Greenwood, je crois. Il avait répondu ça. Les mots sont de Roberto De Zerbi lors de sa conférence de présentation. Voilà, c'était sa première conférence de presse. Quand il s'est présenté à la presse, il parlait de Mason Greenwood. On lui mettait le sujet en avant, l'extra sportif, vous savez quoi. Et il avait dit « Je défends les joueurs comme mes enfants ». Mais par contre, je n'hésiterai pas en privé à leur tirer les oreilles. C'était début juillet. Mais défendre ces hommes ne veut pas dire être aveugle sur leurs prestations. Et l'Italien, qui n'est pas du genre à parler sans avoir réfléchi, sait aussi faire passer ses messages devant les médias. Vendredi soir, après la déconvenue contre Angers, sans avoir été questionné sur ses cadres défaillants, il a de lui-même dressé ce constat. Donc il a fait un constat. Il faut accepter que des joueurs importants, donc Greenwood, Højbjerg et d'autres peut-être, aujourd'hui, d'un point de vue physique et technique, n'ont pas fait le match de leur vie. Luis Enrique, Greenwood et Højbjerg n'étaient pas bons dans le premier contrôle, dans les passes, pas dans la meilleure forme physique. Ce sont des choses qui arrivent. Et oui, il y a des hauts et des bas dans une carrière, dans une saison et dans des moments, même d'un match. Vous voyez, c'est dans la durée, c'est différent. Et là, les 3 joueurs en ce moment, ils sont un peu moins bien dans tous les domaines qu'il a cités, donc là, Roberto De Zerbi. Ce sont des choses qui arrivent. En effet, ceux qui sont parmi les meilleurs joueurs du début de saison avec Geronimo Rulli, qui lui est plutôt bon, tout le temps bon, on va dire, ont été indigents contre Angers et n'avaient pas brillé à Strasbourg non plus. La trêve internationale, Højbjerg au Danemark, Luis Enrique et Greenwood à Marseille, puisqu'ils n'ont pas de sélection, eux. Voilà, ils n'ont pas le droit d'aller au Brésil pour Enrique. Je ne pense pas qu'il y a encore le niveau, à mon avis, c'est mon humble avis. Et du côté de Greenwood, on le sait, il est écarté plus ou moins de la sélection des Three Lions. Leur fera peut-être du bien de rester sur Marseille. Il le faudra, car l'OM a besoin d'eux
pour se relancer. Et oui, on a besoin de ces 3 joueurs-là. On a besoin de beaucoup de joueurs, bien sûr, de tous les joueurs de l'effectif. Mais de ces joueurs-là, ils sont importants. Luis Enrique est titulaire actuellement. Après, Luis Enrique, degré moindre, il y a un Jonathan Rowe qui commence à pousser et qui monte sa valeur. Il a marqué déjà 2 buts à Lyon et face à Angers. Donc pourquoi pas le mettre titulaire? Ça, c'est un peu moins de soucis. Par contre, pour Greenwood, pour Højbjerg, c'est un peu plus délicat. Les remplacer, c'est un peu plus délicat. Comme je vous l'avais dit, les hommes forts du début de saison, moi, je vous les avais cités sur une vidéo. N'oubliez pas, sur ma chaîne, vous avez cette vidéo il y a un mois. J'ai appelé ça les hommes forts, je crois, et je ne sais plus quel titre en dessous, sous-titre. Et il y avait Højbjerg, Quentin Merlin, et on voit qu'il manque finalement, c'est un homme fort, et Greenwood. Donc pour l'instant, il manque Quentin Merlin, et ça nous porte préjudice. S'il manquait Greenwood, ça nous porterait préjudice, et s'il nous manquait Højbjerg, ça nous porterait préjudice. Donc pour les 3 joueurs qui sont quand même assez précieux, et on est un peu dépendant d'eux finalement. Allez, je vous lis la partie de Højbjerg. Højbjerg, le coup de pompe, point d'interrogation. Voilà, on se pose la question, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est vraiment un coup de pompe? Un coup de pompe, donc c'est-à-dire le physique. Il enchaînait les matchs brillants avec l'OM et la sélection danoise depuis le début de saison. Mais depuis dimanche dernier à Strasbourg, Pierre-Emile Højbjerg a sérieusement calé. Pas dans son assiette, en Alsace où il était aligné au poste de défenseur central, donc on peut le défendre, ce n'était pas vraiment son poste. Il a poursuivi sur sa mauvaise lancée contre Angers, semblant manquer de maîtrise technique, de jus et d'audace, comme sur ces 3 situations aux abords de la surface où une frappe plutôt qu'une passe ratée ait été appréciable. Oui, vous vous en souvenez, cette occasion contre Angers, il y a une occasion, le ballon dans la surface, et il fait un petit plat du pied tout pourrave qui n'était même pas cadré. Il me semble qu'il n'était même pas cadré, et après il est dégagé par la défense angevine. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu en dedans, il a hésité à mettre une grosse frappe, une mine, et malheureusement, on voit qu'il est un peu moins bien. Même sa tête, en fin de match, il a une tête à 5 mètres du but. Logiquement, un joueur en confiance, il enfonce le ballon et il le met, bon, au moins il le rase le poteau, mais là il a complètement foiré sa tête. Je continue. Le capitaine du Danemark et vice-capitaine de l'OM a baissé d'un cran et a été décisif pour Angers en concédant le coup franc de l'égalisation alors que Jonathan Rowe avait semblé faire le plus dur. Pas de quoi s'inquiéter non plus, tant le CV de PEH et ses qualités entrevues sous le maillot blanc sont de haut niveau. Il est une valeur ajoutée pour nous, pour son sérieux, son professionnalisme, son niveau de jeu. Il peut tout faire avec ses caractéristiques, confie Roberto De Zerbi dans une interview à 1899, le mag, que je voulais vous lire. Malheureusement, je ne peux pas vous la lire. Je ne ferai pas le live. À la limite, si vous avez envie que je vous lise des parties importantes du magazine, je vais le lire en entier. Je note tout ce qui est important et je peux vous faire une vidéo dessus. Je peux vous faire un petit résumé. Si ça vous intéresse, je vous fais un résumé de l'entretien qui est mouse costaud. Il y a 5, 6, 10 ou 12 pages, je ne sais plus combien de pages d'entretien de Roberto De Zerbi dans le mag 1899. Je peux vous faire un petit résumé dans une vidéo qui durera à peu près 20, 30 minutes, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mettez oui, ça m'intéresse que tu nous fasses un résumé de l'entretien de Zerbi, Seb. Mais s'il te plaît surtout. Allez, je continue. Mais l'OM aura besoin qu'il retrouve très vite son rang à son retour de sélection. Voilà donc pour Højbjerg. Peut-être un petit coup de mou, peut-être on peut mettre ça comme raison, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, est-ce que c'est le fait que De Zerbi l'ait changé de poste, l'ait mis en défense? Ça l'a déstabilisé, il a été mauvais contre Strasbourg en défense. Et quand il est revenu au milieu, il avait perdu les repères? Je pense pas, c'est sur un match. Comme je vous l'ai dit dans le live d'hier, dans le débrief à froid, je ne vois pas un joueur perdre ses repères en un seul match. À la limite, tu me dis, un Luis Gustavo, à l'époque de Rudy Garcia, qui était passé en défense, qui avait joué plein de matchs en défense, il était revenu au milieu, il était reparti en défense, il avait perdu un petit peu ses repères, je peux comprendre. Mais là, sur un match ou deux, non, je ne pense pas que c'est ce cas-là pour Højbjerg qu'il ait perdu ses repères. C'est juste un coup de mou peut-être. Je pense que c'est un coup de mou, un coup un truc qui lui a plombé le moral ou peut-être, je ne sais pas, une confiance qui est un petit peu en dedans. Voilà, donc, et peut-être son partenaire d'à côté, Kondogbia, est moins bien aussi. Ça aussi, il faut le mettre en compte. Voilà, et l'équipe au total est moins bien. Donc, si l'équipe est moins bien au total, peut-être que lui est moins bien. Voilà, donc il y a ce domaine-là aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire quelle est la raison pour vous pour Pierre-Emile Højbjerg. Et on enchaîne sur Luis Enrique. Luis Enrique, un seul être lui manque. Et lequel, vous savez, Quentin Merlin, bien sûr, avant de le lire. Le début de méforme de Luis Enrique ne peut pas uniquement être expliqué par l'absence de Quentin Merlin, puisque le Brésilien avait inscrit un magnifique but contre Nice sans l'international français. Et c'est vrai, contre Nice, finalement, Luis Enrique, il n'y avait pas de Quentin Merlin,
Et il a marqué quand même un joli but. Il a fait un match correct, bon, voire très bon pour certains. Moi, j'ai vu bon. Hein. Après, on lui a mis une bonne note. D'ailleurs, si vous voulez consulter les notes, n'hésitez pas à aller sous mes vidéos. Tiens, je reviens en arrière, je vous montre vite fait. Hein. On revient sur la presse, vous inquiétez pas. Donc, sous toutes les vidéos que vous voyez là, celle-là, je vais la supprimer. Vous avez Regarde OM Mike Canva dans les descriptions. Sous la vidéo que je vous fais maintenant, vous allez le même lien, vous cliquez dessus et ça vous envoie sur le lien qui vous met toutes les notes de tout l'effectif marseillais avec les moyennes. Depuis la 3e journée, par exemple, Rouy qui a 6,9, avec De Zerbi qui a 5,7. Par exemple, les deux attaquants malheureusement qui ont 3,33 pour Wai et 3,75 sur 10. Donc c'est une mauvaise note finalement, des mauvaises notes. Et donc pour Højbjerg, il a 5,9. Pour Henrique, il a 5. Il est vraiment descendu. Et pour Greenwood, il a 6. Voilà, donc pour les moyennes des joueurs importants. Pour Merlin, il n'a pas encore joué d'autres matchs. Il a 7. Et c'est depuis la 3e journée. Vous avez les résultats ici avec les notes de tous les matchs. Toulouse-Marseille, Marseille-Nice, Lyon-Marseille, Strasbourg-Marseille et Marseille-Angers. Pour toutes les notes de tous les joueurs qui ont joué plus de 30 minutes dans la rencontre. Comme Jonathan Rowe qui est rentré, il a eu un 7. C'est notre homme du match contre Angers. Je reviens sur l'article et on y va pour Luis Enrique. Donc j'étais sur Nice sans l'international français. Donc contre Nice, il a été bon. Et je continue. Mais De Zerbi l'a concédé vendredi soir. Merlin manque à l'équipe et manque à Luis Enrique. Et oui, ça lui manque un petit peu pour permuter, pour combiner. Même si, pour moi, Ulysse Garcia a fait un bon match, je trouve. Là, contre Angers, je pense que Enrique était peut-être mauvais, hein, c'est tout simplement. Ça peut arriver aussi que Enrique soit mauvais dans un match. Moi, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez contre Angers. Est-ce que vous pensez que c'est les deux qui étaient mauvais, Garcia et Enrique, ou alors juste Enrique qui était mauvais et Garcia qui a fait son match? Parce que si Garcia est bon, voilà, il est monté souvent sur le côté gauche, il aurait pu faire le rôle de Merlin, lui rendre les ballons, et si là, il n'y avait pas de souci. Mais c'est juste qu'Enrique, je ne sais pas où il était passé. Enrique, il est où Enrique? Je ne sais pas. Allez, je continue. L'association avait été très prometteuse contre Reims et à Toulouse. L'ancien Nantais, prenant quand l'OM avait le ballon tout le couloir gauche, permettant à l'ex de Botafogo de se recentrer. Mais c'est ce qu'il a pu faire normalement contre Angers. Jusque contre Angers, je tiens à souligner que les Angevins ont bien fermé l'axe du jeu. Et c'est peut-être pour ça que notre petit Enrique n'a pas réussi, que notre petit Carboni n'a pas réussi, que notre attaquant Mopé, il a joué que 30 minutes. Voilà. Et le reste, et le reste, et le reste. Allez, je continue pour Luis Enrique. L'ancien Nantais, permettant à l'ex de Botafogo de se recentrer. Combatif à Lyon, il a été transparent à Strasbourg. Oui, combatif à Lyon parce qu'il a beaucoup défendu, on était à 10. Il a été transparent à Strasbourg et contre Angers. Alors que vendredi, voilà, transparent comme je vous l'ai dit, contre Angers aussi. Alors que vendredi, Ulysse Garcia a réalisé un match que Merlin n'aurait pas renié, comme je viens de vous le dire. C'est vrai que par rapport à Merlin, franchement, Garcia a été bon, moi je trouve. Si on doit prendre le niveau de Merlin, si tu me dis que c'était Merlin qui faisait le match de Garcia contre Angers, je te dis, bon, il fait un match correct, Merlin. Bon, là, c'est Garcia, c'est peut-être son niveau max. Mais quand même, c'était un bon match, je trouve, de Ulysse Garcia. Luis Enrique reste la bonne surprise du début d'exercice. 3e joueur le plus décisif de Ligue 1, 3 buts et 3 passes décisives. Derrière les Parisiens Barcola et Dembélé, après des saisons sans stats, si sa mentalité est vantée en privé, les prochaines semaines devraient nous en dire un peu plus sur le réel niveau de l'ailier. Quelque part entre le joueur trop tendre de son début d'aventure marseillaise et le serial buteur et passeur depuis l'arrivée de De Zerbi. Voilà. Est-ce que c'est un épiphénomène? Je vous pose la question pour Enrique. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est juste parce qu'il a été bon pendant un laps de temps en début de saison? Il a voulu prouver à De Zerbi et ça lui convenait parfaitement le jeu prôné de De Zerbi avec un Quentin Merlin qui lui apportait quelque chose? Ou est-ce que c'est juste que c'est une mauvaise passe, peut-être comme Højbjerg, un coup de mou, je ne sais pas. Ou alors Enrique est mauvais, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je continue. Et on termine pour Greenwood. Et après, on passera sur l'équipe. Ne vous inquiétez pas, il y a un gros point sur Greenwood. Greenwood, la fin de l'amour aveugle. Dès la 3e minute de son premier match, les présentations sportives avec la Ligue 1 étaient faites, avec le but face à Brest. Après un été où il avait été surtout question du fait divers sordides qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa carrière, ce 17 août, Mason Greenwood inscrivait un doublé à Brest en ouverture du championnat 5-1 et éblouissait les supporters qui, dans une majorité absolue, sont devenus fans de l'anglais. Ses démonstrations contre Reims, 2 buts partout, ou à Toulouse, 3-1, et son statut de meilleur buteur du championnat avaient fini de convaincre et de faire surchauffer la machine à flocage des boutiques officielles du club. Mais depuis la première trêve internationale, la plus grande chose ou presque, même s'il avait été l'Olympien le plus dangereux dimanche dernier à Strasbourg et qu'il avait été correct à Lyon, sur les 4 derniers matchs, il n'a jamais été décisif, a peu défendu,
C'est vrai qu'il n'aide pas souvent Murillo ou les autres latéraux droits, c'est vrai, ça faut le dire. Par exemple, Rongier, le match que j'ai vu du côté du Vélodrome face à Nice, j'y étais au stade. D'ailleurs, j'ai acheté ce maillot-là. Merci à l'OM de l'avoir vendu. Pas merci parce que le prix où je l'ai acheté, c'est normal que je l'ai. Donc je souligne que Rongier n'a pas été aidé par Greenwood. Et Rongier a été mauvais aussi dans son sens. Mais il n'a pas été aidé par Greenwood. Et Murillo n'a pas été aidé par Greenwood contre Strasbourg. On s'en souvient. Le but contre Strasbourg, c'est un 2 contre 1 des attaquants de Strasbourg face à Murillo, qui se retrouve tout seul. Højbjerg est mal placé, voilà, il est au fautif, mais Greenwood doit peut-être aussi revenir, aider son latéral droit. Voilà, il doit venir aider Murillo. Il aurait peut-être pris un des deux joueurs et ça aurait été un 2 contre 2. Et peut-être qu'on n'aurait pas encaissé un but contre Strasbourg. Peut-être qu'il y aurait eu 0-0. Ou alors on aurait encaissé un autre but, peut-être, je ne sais pas. Je continue. Sur les 4 derniers matchs, il n'a jamais été décisif, a peu défendu ou a manqué de réussite, surtout à la méno. Vendredi, contre Angers, il a livré sa pire prestation, laissant l'impression d'un joueur décontenancé de ses équipiers, voulant jouer sa partition seul, butant à chaque prise de balle sur un excellent Florent Hanin, le petit-fils de Roger Hanin, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est vrai que contre Angers, il s'est un petit peu buté, il a forcé, je vous l'avais dit dans le live, il n'arrête pas de forcer, surtout en deuxième mi-temps, il a été catastrophique en deuxième mi-temps, et c'est pour ça qu'on l'a noté, je ne sais pas combien on a noté, tiens on va regarder vite fait, combien on a noté Greenwood sur le match contre Angers, 4. Moi je trouve que c'était quand même c'était trop élevé, c'est pas moi qui l'ai noté, c'est le chat qui l'a noté, je trouve que 4 c'est trop pour Greenwood contre Angers. Ouais, il a beaucoup tenté, mais au bout d'un moment, tenter, t'as des partenaires aussi. Voilà, donc faut pas non plus penser qu'à ta gueule. Je veux bien que les autres soient mauvais à ses côtés. Carboni qui a eu 2, Enrique qui a eu 2. Ça, c'est les avis du chat. Et 0,5 pour Mopé. Et les autres derrière, mais quand même, pense un petit peu aux autres. Si tu vois qu'il y a un partenaire décalé, à décaler, décale-le. Je continue pour l'article sur Greenwood. Cela fait tâche contre le dernier du classement, mais pour lui, comme pour Højbjerg ou Luis Enrique, il ne semble pas y avoir urgence. Son talent ne s'étant pas évaporé en un mois, ça c'est sûr. Là j'ai critiqué Greenwood, mais il est talentueux de fou. C'est le meilleur, un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, sans aucun doute. Sans aucun doute dans son style, sans aucun doute. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est juste que c'est une mauvaise passe peut-être. Comme Højbjerg, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs aussi de Ligue 1 au total et un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1, c'est sûr. Et peut-être d'Europe, il fait partie des tops, je ne sais pas, mais dites-moi combien de tops pour Højbjerg. Voilà, je reviens pour Enrique et je termine. Pour Greenwood. Il ne semble pas y avoir urgence. Son talent ne s'est pas évaporé en un mois. Et Greenwood va pouvoir se reposer puis se remettre d'aplomb dans la quiétude de la commanderie pendant 2 semaines puisqu'il est persona non grata en sélection anglaise, la Three Lions, depuis 2022. Merci Ludovic Ferro d'avoir écrit cet article et on va enchaîner maintenant avec l'article pour Greenwood et on continue. Greenwood. Alors avant de lire ça, voilà, je vous laisse le texte et je bois un petit coup. Doute d'automne. Et oui, parce que nous sommes en automne, il me semble. Depuis le 21 septembre, c'est ça 22 ? C'est pas grave, on s'en fout de ça. Mason Greenwood lors du match nul contre Angers. Un but partout vendredi soir au Vélodrome. Une frappe encore forcée. On voit il est en mauvaise position. Frappe pied droit qui va peut-être être cadré. Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est pas grave. On continue. Doute d'automne. Après un début de saison étincelant, je lis le sous-titre, l'attaquant a perdu de son efficacité au fil du mois de septembre. Un constat passager ou inquiétant? Est-ce inquiétant pour vous les amis? Est-ce que vous êtes inquiet pour le passage à vide de Greenwood, de Højbjerg, je reviens sur Højbjerg, et de Enrique? Est-ce que vous êtes inquiet pour les joueurs qui sont bons depuis le début de saison, mais pas bons depuis 2-3 matchs? Est-ce que vous êtes inquiet? Dites-moi. Ou est-ce que c'est juste une mauvaise passe? Ça arrive dans la saison. Ça arrive d'avoir une mauvaise passe. Faut pas non plus être pessimiste totalement. Parce que certains vont me dire, ça y est, il faut virer De Zerbi. C'est ce que j'ai vu dans mon chat d'hier. On n'était pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns quand même. Alors pour vous dire, s'il y en a quelques-uns là, je me demande ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Faut pas demander non plus que De Zerbi démissionne. Ça sert à rien ça. Je sais même pas si c'est des vrais supporters de l'OM ça. Voilà, je critique pas, mais c'est juste que franchement cette opinion-là, je la trouve abusée. Cet avis-là, je le trouve abusé. De dire que De Zerbi doit déjà partir, il doit prouver, moi je dis, il doit prouver sur la durée. Là, on lui laisse le temps. Ça fait que 7 matchs qu'il est là. Oui, il doit prouver, mais attends, on va lui laisser le temps quand même un petit peu. Donc De Zerbi est là, je l'ai mis là exprès, et Jonathan Rowe parce que c'est le héros en ce moment. Voilà, Jonathan Rowe, le héros, et ça rime. Il a marqué à Lyon, il nous a donné la victoire. Il a été bon lors de sa rentrée contre Angers, il nous marque le but qui aurait pu nous donner la victoire. Malheureusement, c'est qu'un match nul. Mais en ce moment, c'est peut-être un des joueurs qu'il faut peut-être lancer titulaire. Ça, Roberto, peut-être, a fait une petite erreur contre Angers. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Il voulait peut-être mettre toujours Luis Enrique.
Mais un Jonathan Rowe ne démérite pas. Ça aussi, c'est un petit point qu'il faut dire sur Roberto De Zerbi. Les joueurs qui ont prouvé contre Lyon, par exemple, Luis Garcia, Polirola et Jonathan Rowe, il ne les a pas relancés tout de suite derrière. Ça, c'est un petit point aussi qu'il faudra voir dans la durée. Sur les autres matchs, je ne critique pas encore. C'est juste une petite remarque. J'ai remarqué ça. Les joueurs qui ont marqué, qui ont été très bons contre Lyon, ils n'ont pas eu leur chance derrière. J'aurais aimé voir un Polirola. J'aurais aimé revoir un petit Rowe derrière. Un petit Rowe, pas un petit Rowe Toto, mais un Rowe. Et pourquoi pas un Luis Garcia. Et là, Luis Garcia, il a eu sa chance. Il a été bon contre Angers. Donc imaginons contre Strasbourg, ils auraient eu leur chance les trois. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Peut-être que c'était meilleur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Et contre Angers, c'est pareil. Un Jonathan Rowe en titulaire, un Polirola côté droit. Je ne sais pas si ça n'aurait pas été mieux. Bon, après, il n'y a pas que ces trois joueurs-là. Mais quand même, c'est quand même trois joueurs. Hein. C'est pas qu'un, c'est pas deux, c'est trois. Voilà. Allez, j'enchaîne. Luis Garcia, il a eu sa chance quand même contre Angers. On ne va pas dire 3, on va dire 2,5, on va dire. Parce qu'il y a le match contre Strasbourg où ils n'ont pas eu leur chance. Allez, Greenwood. Inquiétant, n'hésitez pas à répondre. Hein. Toujours prêt à analyser le match à peine terminé sans langue de bois, Roberto De Zerbi n'y est pas allé par quatre chemins quand il a été interrogé sur ce décevant résultat nul contre Angers vendredi, un but partout. Au bout d'une soirée trop terne pour échapper au sifflet du Vélodrome. La même phrase que tout à l'heure. Certains de nos joueurs décisifs ne sont pas en forme comme Mason Greenwood. A-t-il constaté avant même qu'on évoque le cas de l'Anglais, 23 ans. L'entraîneur n'a pas nié l'évidence, illustrée d'un bout à l'autre de la soirée entre dribble téléphoné et ballon perdu, parce qu'il en a perdu pas mal quand même, beaucoup même, je dirais. Il a été quand même catastrophique surtout en deuxième mi-temps. Il a perdu 25 ballons sur 75. On a regardé l'affiche juste après le match et on l'a regardé encore dans le débrief à fois. Je parle de Greenwood. 25 ballons, c'est quand même pas mal. Même si c'est un joueur offensif, il doit tenter, il doit provoquer ici et là. Mais là, quand même, il a perdu plus de ballons que d'habitude. Et il a un peu forcé un petit peu sur toujours les mêmes choses. Les dribbles, un peu, il s'est fait prendre par le jeune Hanin. Et les frappes un petit peu forcées. L'entraîneur n'a pas nié l'évidence, l'illustré les dribbles téléphonés et ballons perdus. Son ailier droit a égaré la baguette magique, celle qu'il avait vu mettre la Ligue 1 à ses pieds au cours d'un mois d'août, impressionnant et de réussite. Ça aussi, faut le noter, on a eu une part de réussite, comme je vous l'ai dit dans le débrief à froid. Faut noter que les victoires, par exemple, à Lyon, quand même, on a subi. Voilà, si la première mi-temps se termine à 2-0, c'est pas volé pour les Lyonnais. Regardez, re-regardez la rencontre. Je l'ai vu 2 fois, alors je peux vous dire que je l'ai bien vu. Mais re-regardez cette rencontre-là. Merci, on a de la chance, on a un gros gardien. Mais ça compte aussi, dans l'effectif, ça compte d'avoir un gros gardien. Et derrière, on a la réussite. On a 5 occasions dans la rencontre et on met 3 buts. On est vachement réaliste. Et à partir de ce match-là, c'est vrai que il y a un truc qui a coincé. Il y a eu un petit grain de sable. Il y a un petit grain de sable. Je continue. L'efficacité s'est tarie d'un coup et les chiffres de septembre n'ont rien à voir avec ceux de la fin d'été. Après 5 buts sur ses 3 premiers matchs, Greenwood n'a plus marqué depuis 4 journées et le contraste est saisissant pour un joueur qui transformait chaque ballon en or. À Brest, 5-1 le 17 août, pour ses premiers pas très surveillés en Ligue 1, il avait été impliqué sur les 5 buts de l'OM et avait soulagé à la fois son équipe et ses dirigeants qui voudraient que l'on parle de lui pour ses performances sportives et plus pour ses scandales du passé. Son transfert avait fait du bruit de l'Angleterre à la Provence parce que les lourdes accusations de violence conjugale qui avaient n'ont été éblouies par personne, même si les poursuites... Alors je ne lis pas ça. Et il avait fait espérer pour Pablo Longoria, son président, que le football reprenne toute sa place, qui a encore marqué contre Reims lors de la deuxième journée, 2 buts partout, puis à Toulouse, un doublé, la troisième, le doublé contre Toulouse, 3-1. Donc j'arrête de parler de l'extra sportif. Pour Greenwood, j'en parlerai jamais. Quand je vois des phrases qui commencent, je ne lis pas la suite. Voilà, je fais un boycott de ces phrases. Je sais très bien où ils veulent en venir, du côté de l'équipe, du côté d'autres médias. Voilà, je sais très bien où ils veulent en venir. C'est vendre du papier sur des merdes. Et j'ai pas envie de parler de merde. Voilà, je parle de sport, moi. Je parle de football. C'est ma passion, c'est pas les merdes. Je continue. L'histoire commençait bien. Maillot floqué Greenwood, florissait au Vélodrome, les supporters se prenaient à rêver du titre dans le sillage de leur ambidextre attaquant. Et personne n'a vu se profiler la suite, une brusque chute de tension et des matchs plus compliqués. Il faut accepter que certains joueurs décisifs ne soient pas physiquement au top, ni dans la justesse technique. Ce sont des choses qui arrivent, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure du côté de la Provence, c'est la même phrase, expliquée De Zerbi après le match contre Angers. L'Italien et son staff, convaincus par l'implication de l'ancien mancunien à son arrivée, continuent de croire à son talent. Les dirigeants, eux aussi, qui ont parié sur lui 30 millions d'euros et 50% de la revente pour United, et apprécient son attitude, lui qui est travailleur, réservé, motivé.
Oui, donc on le sait qu'il y a 50% à la revente. On le sait. C'est une petite pique, ça, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? L'équipe qui souligne bien qu'il a coûté cher pour l'OM. 30 millions, c'est cher pour l'OM. Et 50% à la revente. Il souligne bien, là. Oui, il souligne bien. Et 50%. C'est pas comme s'ils ont mis. Il a coûté 30 millions. Voilà, ils auraient pu rester sur ça. Non, non. 50% en plus. Voilà. On le sait très bien. Un manque d'apport défensif qui commence à se faire remarquer. Là, on va un petit peu préciser la chose sur le côté qui n'aide pas ses partenaires en latéral droit. Par exemple, Murillo ou Rongier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un manque d'apport défensif qui commence à se faire remarquer. L'ailier droit a beaucoup couru lors des premiers matchs. Il voulait rendre au club et au staff la confiance qu'il lui avait donnée et il a un peu entamé ses réserves. L'OM ne joue qu'un match par semaine, c'est vrai, mais les corps peuvent se fatiguer à cette période de la saison, quand ils digèrent encore la préparation. Pour le reste, Greenwood a vite réussi son installation. Il a trouvé un logement qu'il occupe avec sa famille, avec sa fille de 1 an et sa compagne. Ils en reparlent encore, ils vont dire quoi? Il est couvé par son père qui le conduit régulièrement à l'entraînement et il est déterminé à renouer le fil de sa carrière vers les plus grands clubs du continent. Donc ça va, ils n'en parlent pas. Par contre, c'est vrai qu'ils ont raison. Le fait d'avoir fait une préparation, peut-être, on a peut-être une rechute juste après. Vous voyez, quand on donne tout en début de saison, il y a le contre-coup physique. Vous voyez ce que je veux dire? Le contre-coup physique, peut-être qu'il le ressent maintenant. Peut-être qu'Højbjerg le ressent maintenant. Peut-être que même Luis Enrique le ressent maintenant. Voilà. Peut-être que même le total de l'effectif ressent voilà, ce contre-coup maintenant. Ça ira mieux peut-être dans 2 semaines, en espérant peut-être que du côté de l'OM, ils comprennent le staff, vu qu'il est conséquent, le staff. C'est un sujet qu'on pourrait aborder dans le mag aussi. Il est conséquent, il y a beaucoup de personnes dans ce staff-là. J'espère qu'ils comprennent bien que peut-être que physiquement, il y a un bas qui blesse aussi. Parce que j'ai remarqué un truc dans les matchs. Là, je m'arrête sur Greenwood. J'ai remarqué un truc dans les derniers matchs qu'on a joués. Il y a beaucoup moins de pressing. Regardez bien. Regardez bien les matchs si vous avez envie de le faire comme moi. Je regarde 2 fois, moi, les matchs, souvent, même tout le temps pratiquement. Et j'ai remarqué que le pressing et le contre-pressing encore moins, il n'y est plus. Il n'y est pratiquement plus. Pratiquement, voilà, je rajoute pratiquement. Parce que là, le but qu'on met contre Angers, c'est sur un contre-pressing de Højbjerg qui récupère le ballon à l'entrée de la surface et qui la pousse du genou avec un peu de chance pour Jonathan Rowe qui se retourne et qui frappe. Voilà, le pressing et contre-pressing, il est moins intense et moins présent depuis quelques rencontres. Est-ce que ça ne serait pas un contre-coup physique? Même si on n'a qu'un match par semaine. Parce que n'oublions pas, De Zerbi, c'est pas un coach qui fait beaucoup de rotation finalement quand on regarde bien. Il met ses titulaires, son 11. Si ça fonctionne bien, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Il y a certains qui rentrent de temps en temps, mais ça bouge pas trop. Donc les organismes, ils prennent en compte tout ça. Je continue. Pour cela, il doit réussir, en parlant de Greenwood, à l'OM et chasser la méforme actuelle, qui ne tient pas seulement à lui. Sur son côté droit, il n'est pas toujours fourni en ballon, à l'image de ce match contre Angers, où, d'abord régulièrement servi, il a vu le circuit se gripper quand son équipe a été réduite à 10. Oui, donc ce qu'ils veulent dire, c'est que du côté des ballons qu'il reçoit aussi, il n'en a pas beaucoup de Murillo contre Angers, et peut-être de Rongier par le passé, d'un autre latéral droit qui a joué derrière lui. Mais par contre, la défense, il ne la joue pas non plus. Il reste encore du chemin pour mieux s'intégrer dans l'animation offensive et pour améliorer aussi l'entente avec l'avant-centre, pas évidente jusqu'ici. On a vu les notes avec Mopé à 3,75 dans mes notes et 3,33 pour Wai. Donc voilà, pour l'instant, ils sont en dedans, nos attaquants. Les statistiques racontent les difficultés actuelles du joueur. Après avoir bénéficié d'une efficacité maximale en août, il ne marque plus, mais il est aussi moins dangereux. Il cadre moins et il tente davantage de dribbles, cherchant trop souvent la solution individuelle. Il veut être le héros en fait. Il veut être le héros. Il ne se transforme pas en zéro encore, mais attention. Attention qu'ils comprennent bien. Voilà, donc là, je vois que les médias appuient dessus. La Provence, l'équipe, d'autres médias, beaucoup d'insiders, j'aime bien dire ça. Même moi, en vidéo, je l'ai dit, qu'il appuie un petit peu trop sur ça, sur ses dribbles, sur ses frappes forcées. J'espère que De Zerbi le comprend, le voit. Je pense que oui. Je pense que oui, c'est le meilleur coach du monde apparemment. Ou l'un des meilleurs coachs. C'est pas ironique quand je dis ça. Il fait partie des meilleurs coachs les plus influents selon Guardiola. Top 20. Donc, il a compris ça, son staff a compris ça. Ils vont mettre quelque chose en place pour lui faire comprendre, Greenwood, allez, change un petit peu ton style de jeu, maintiens un petit peu tes forces. Voilà, ne donne pas tout sur un laps de temps dans un match ou sur une longue durée. Et maintiens-toi en forme. Comme ça, quand tu auras un ballon important, tu joueras comme il faut. Voilà, sois un petit peu avec un QI un peu plus élevé. Les défenseurs adverses s'y prennent désormais souvent à 2 pour le contrôler. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi ce point-là. Donc, on l'a remarqué en début de saison. Il marque 5 buts en 3 matchs. Il est remarqué en Ligue 1. Derrière, les équipes adverses, ils comprennent qu'il faut mettre 2 joueurs dessus, voire 3. Donc ça, c'est logique.
C'est comme nous, notre système qui a bien fonctionné sur les premiers matchs, et ben, il commence à se voir et ils trouvent un moyen de tout mettre dans l'axe ou tout mettre écarté. Vous voyez ce que je veux dire? Ils essayent de nous contrarier. Strasbourg nous a eu à notre propre jeu, dans un pressing intense, voire individuel par moment. Et derrière, par exemple, Angers nous ont eu dans une ligne de 5, de 4 et vraiment condensé, vraiment condensé dans l'axe, quoi. Ça fait qu'on ne pouvait pas créer de jeu offensif parce qu'on était toujours dans l'axe, comme dans un entonnoir. Et après, quand on jouait sur le côté, bah, malheureusement, bah, il y avait tout le monde dans l'axe. Les centres, ils arrivaient que sur un Angevin, ou peu importe. On avait un manque de réussite aussi. On n'était pas assez précis dans nos gestes, dans nos passes. Ça aussi, il faut le dire. Donc, je continue. Les défenseurs adverses s'y prennent désormais souvent à 2 pour le contrôler et ils le connaissent mieux, même s'il est très difficile à lire avec ses 2 pieds qui conduisent et frappent le ballon. Une fois qu'il est perdu, il se désintéresse un peu trop souvent de l'action, ce qui n'a pas échappé à ses coéquipiers, d'abord très impressionnés par ses qualités techniques, quand il marquait à chaque match, le fait qu'il ne défende pas beaucoup passait davantage inaperçu. Mais il n'y a pas le feu et on ne s'inquiète pas en interne en rappelant que Greenwood reste un jeune joueur qui aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus sans un grand Djordje Petrovic à Strasbourg, 0-1 dimanche dernier. Donc là, il précise bien le score. C'est vrai qu'à Strasbourg, il a cette frappe, moi je dirais un but, voilà, un but ou 2, oui. Il a surtout cette frappe à l'entrée de la surface. Franchement, je voyais but. Avec la passe en retrait d'Aminarit, la seule chose qu'il a bien fait dans ce match-là, Aminarit, passe en retrait d'Aminarit à l'entrée de la surface, frappe plat du pied gauche de Greenwood, qui le met presque petit filet côté gauche. Franchement, la belle parade qui nous met Petrovic, il la met en corner. Sur celui-là, je voyais le but. Je suis d'accord. Mais l'autre frappe qui force un petit peu, elle est belle aussi, elle est soudaine, qui frappe de 25 mètres, elle est puissante, elle est un petit peu trop axiale. Après, il n'a pas bien dirigé son ballon, il n'a pas non plus une manette de PlayStation, quoi. Donc déjà qu'il est cadré, c'était déjà pas mal. Donc c'est vrai que contre Strasbourg, il n'était pas complètement éteint. Contre Strasbourg, il était moins éteint que contre Angers. Ça, c'est mon avis. Et d'ailleurs, dans les notes, on l'a vu. Dans les notes que je vous ai montrées tout à l'heure, regardez, je vous le montre. Là, contre Angers, il a 4. Et contre Strasbourg, il a quand même 6. Malgré les autres qui n'ont pas beaucoup de... mis à part Greenwood et Rouly, il n'y a personne qui a la moyenne à Strasbourg. Vous voyez ce que je veux dire? Et contre Angers, il y a Rouly, il y a Balerdi, Garcia et Hérault. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc je reviens sur l'article de l'équipe et il est terminé. Il est terminé. Terminado cacao. Donc comme je vous l'ai dit, donc le classement, l'OM se retrouve donc comme je vous l'ai dit 3e avec 5 points de retard désormais sur Monaco. Et on va aborder un dernier sujet pour terminer cette vidéo là tranquillement mais sûrement. 36 minutes, je pensais faire plus court. Avec le classement de qui? De l'OM, mais les deux. L'OM la réserve. L'OM est 8e. Alors, ils ont un match en retard. Ils ont 6 matchs joués et les autres en ont... Non, pardon. Ils en ont 4 matchs joués. Les autres en ont 5 devant. Voilà, il y en a certains qui en ont 5. En gagnant, donc ils remonteraient, pourquoi pas, dans les... ils étaient 4e, je crois, avant la 5e journée. 4e ou 5e, on avait vu 4e, je crois. Et là, en gagnant, donc, ils joueront aujourd'hui à 16 h contre le gars Hardsdiv. C'est un derby, je crois. Je crois que c'est dans la région marseillaise, si je ne me trompe pas. Donc, un derby. Et s'ils gagnent, l'OM, ils se retrouvaient dans les 3 premiers, peut-être, je pense. Avec 6, 3, 9, ils se retrouvaient, oui, dans les 3 premiers, à mon avis. Donc, force à eux. N'hésitez pas à donner force à l'Olympique de Marseille 2, la réserve de Jean-Pierre Papin, qu'on suivra. Voilà. Je vous ferai des vidéos, les amis. Ne vous inquiétez pas. Les lives, j'ai dit que j'arrêtais pendant quelques temps pour laisser le PC et voir si je peux faire quelque chose dessus, voir à le réparer, voir à prendre un autre. Voilà. Et je vous referai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Là, je vous fais une vidéo. Je vois que ça a tenu. Je vous l'envoie sur YouTube et je vous referai des vidéos peut-être tous les jours, voilà, pour vous tenir au courant de l'actualité marseillaise. Comme ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Je continue tous les jours en vidéo. Malheureusement, les lives, j'essaierai d'en faire au moins un dans la semaine si j'ai toujours cet ordi-là. Peut-être pas avec ce PC-là, mais avec mon petit PC portable. J'irai dans mon jardin, s'il fait beau, s'il fait chaud, ou alors je resterai dans mon salon, je ne sais pas quoi, mais ça sera différent. Ça sera différent, il n'y aura pas mon installation, pas mon micro, pas ci, pas là. Le micro, je peux le débrancher et tout, mais c'est trop un bordel. Donc, on va faire à la bonne franquette, comme on dit, et en détente. Voilà, si ça se passe mal pour ce PC-là. Voilà les amis, dernière information, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Rien du tout, à part que Carvaral s'est blessé, ligament croisé avec le Real, voilà, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est pas très important, mais c'est juste que j'ai vu ça tout à l'heure, voilà, je l'ai laissé comme ça. Il n'y a rien d'autre à voir du côté de l'OM. Ah tiens, GP13 qui nous a mis quelque chose, peut-être une photo. Payet buteur avec le Vasco, hop, la frappe, vous l'avez vu? Regardez la frappe. Hop, point de pénalty, frappe en force. Bravo Payet, on en parlait dans mon débrief à froid. Voilà, donc Payet qui a mis un superbe but avec le Vasco, ça fait du bien. C'est son premier but de la saison, il me semble. Amir Murillo en duel avec Hanin, Roger de son prénom. Et la faute sur Ulysse Garcia qui a donné le carton rouge. Regardez la cheville, heureusement
Heureusement, je vous montre la faute. Heureusement qu'à la cheville, voilà, il n'a pas été blessé. Parce que la cheville, il prend cher. Hein. Il a tout le poids du corps et la vitesse du joueur qui lui arrive sur la cheville, qui est appuyé sur le sol. On la voit tourner au ralenti. Heureusement qu'il a la cheville flexible, je pense, parce qu'il n'a pas d'entorse apparemment. Peut-être qu'on entendra ça demain, aujourd'hui plutôt, demain. Peut-être qu'on entendra Ulysse Garcia est blessé à la cheville après le tacle de Raozi Zola, je ne sais pas comment il s'appelait. Donc attention à suivre un petit peu l'état physique de Ulysse Garcia sur cette cheville. Le genou, c'était moins grave. Le genou, il a touché de la pointe du crampon. Voilà, il a un petit peu retenu son geste. C'était moins grave que la cheville. Parce que la cheville, je n'avais pas vu au début. Voilà, donc ça mérite un rouge direct. Le genou, ça méritait pratiquement un rouge aussi. Donc il méritait presque 2 rouges le joueur. Voilà les amis pour Ulysse Garcia et la faute. À suivre pour l'état physique de Murillo. Et je vous tiendrai au courant pour ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, vous avez un mot de passe, c'est « Abonne-toi mon petit calamar ». Voilà, tu mets la phrase « Abonne-toi mon petit calamar ». Abonne-toi, cloche, like, dislike. Le partage, c'est la flèche d'en dessous. Et le commentaire, les amis. Réagis à tous les sujets. Donne-moi ton avis sur Højbjerg, sur Merlin, j'allais dire si tu as envie. Merlin, oui, mais il n'est pas là. Sur Enrique, sur Højbjerg et sur Greenwood. Les 3 que j'ai cités dans la vidéo. Et des Zerbi si tu as envie. Des Zerbi, tu as vu, j'ai mis une petite dose, mais c'est pas méchant. On a le droit. On a le droit, les amis. Allez, vive le foot chez Sebash Foot. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On se retrouve sûrement demain matin, lundi matin. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Avec la presse, avec l'actu que je vais chercher à droite, à gauche. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Il y aura la trêve. Voilà, malheureusement, on va pleurer ou être content. Mais je vous tiens au courant par la presse, par l'actu, sur les journalistes, j'allais dire, sur les réseaux sociaux. Je vous fais des vidéos tous les jours, si je peux. Et je vous souhaite de passer une bonne journée de dimanche. Vive le foot chez Sebash Foot. Et on va regarder le MMA tous ensemble. Force à Pereira ou Roundtree, je ne sais pas c'est qui va gagner, mais c'est pas grave. Vive le foot chez Sebash Foot et allez l'OM.